Le plastique, est-ce que c'est fantastique ou pas? Donc oui, c'est fantastique, parce que est-ce qu'on peut s'en passer maintenant? Je pense pas. Si on jetait tout notre plastique en ce moment, là, je sais pas comment on sortirait de la salle ou comment on ferait. Mais par contre, on a le contre-coup du plastique qui est un matériau qui est polluant et de plus en plus on se pose des questions dessus. Donc pour faire... d'abord je vais essayer de vous expliquer ce qu'est un plastique. Alors c'est un polymère. Un polymère c'est quoi? C'est des grandes chaînes moléculaires en fait. Je sais pas si donc les molécules c'est quelque chose qui est très très petit qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. Là, le polymère ça va comprendre beaucoup de répétitions d'atomes. Donc là pour essayer de simplifier ça, c'est si vous imaginez que le diamètre du carbone est le diamètre d'une spaghetti, la spaghetti mesurait de 2 mètres. Et ça, en gros, ça est de l'ordre de même pas une dizaine de micromètres pour une macromolécule. Voilà ce qu'est un plastique. Donc un plastique, c'est des chaînes comme ça qui sont les unes emmêlées dans les autres. Et c'est pourquoi on appelle plastique? Parce que c'est la capacité à se déformer. Donc je sais pas, ici vous voyez comme vous a mis dans une ambiance un peu plastique, vous avez de l'odeur. Je sais pas si vous avez senti un peu. On est en train de vous polluer un peu. On a essayé de prendre les moins polluants, c'est un peu la bougie. Ça devrait aller. En fait, quand vous prenez ce genre de matériau, si la molécule était plus courte, ça serait de la bougie. Là, si elle est rallongée, ça devient du polyéthylène. Donc les plastiques, on les a appelés, c'est tous les mots en polyéthylène, polystyrène, polycarbonate, polyéthylène terephthalate, que des mots scientifiques comme ça qui ne sont pas faciles à assimiler. Donc le plastique, ça vient d'où? Ça vient du pétrole pour la plupart. Et on a une part qui vient de l'agriculture. Donc ce sont les plastiques qu'on appelle les biosourcés. Ça vous parle les plastiques biosourcés un peu? Le PLA, on fait des verres maintenant ou les poches qui sont compostables par exemple. Compostables, c'est pas toujours vrai. Le biosourcé représente une vraiment toute petite partie, c'est plus... J'ai plutôt parlé d'agro-sourcé que biosourcé pour éviter la confusion. Et je vais juste vous montrer un graphe. Je n'ai pas eu le temps de l'imprimer. Je ne sais pas si vous le voyez de loin, mais il y a deux barres, une barre bleue et une barre rouge. Et donc c'est l'impact sur l'environnement d'1 kg de PLA, d'acide polylactique. Le PLA c'est un plastique fait à partir d'amidon de maïs. Non, on va souvent employer des mots comme ça avec n'hésitez pas à nous interrompre. Avec des P, mais il faut vous dire le nom entier, mais ça va pas vous parler. Je l'ai comparé avec une analyse de cycle de vie simplifiée juste sur la matière, en prenant juste la matière, donc pas l'utilisation. Après ils ont à peu près les mêmes types d'usages, avec du polyéthylène à base d'inciné, donc pour l'emballage par exemple. Et donc à votre avis, quel est l'agroplastique et quel est le pétroplastique? Le bleu ou le rouge? Voilà, pour vous donner donc la partie consommation de ressources fossiles, c'est cette barre-là, c'est ce diagramme-là. Et donc effectivement, le PLA est le bleu. Donc c'est le PLA qui est le plus impactant sur tous les critères, à part sur un ou deux critères, là, donc notamment la consommation de ressources fossiles. Donc un agroplastique n'est pas forcément moins impactant sur l'environnement qu'un bioplastique, juste par le fait qu'il nécessite de la culture, des engrais, toute une industrie pour pouvoir après le transformer sur plastique. Donc faites très attention au raccourci bioplastique, donc qui vient pour l'environnement, non, ce n'est pas forcément le cas. Et d'autre part, le côté compostable des agroplastiques n'est pas un tel en soi, c'est-à-dire qu'à partir du moment où la chaîne polymère est constituée, il nécessite des conditions très particulières de compost pour pouvoir y arriver, compost industriel, et c'est pas si simple, et un agroplastique qui part dans la nature ne va pas se décomposer tout seul et refinir en amidon de maïs par exemple. Donc faites très attention aux raccourcis qu'on veut faire croire parfois dans les messages, parce que ça arrange bien toute l'industrie qui emballe avec ça. Voilà, donc faites très attention, c'est pour ça que, même si ça représente une part très petite, on a fait un focus là-dessus, parce que ça nous paraissait vraiment un point clé pour
les citoyens que nous sommes, d'être informés sur la réalité des agroplastiques. Donc, pour avoir une idée sur la consommation de pétrole et la part des plastiques, la production des plastiques représente seulement 5% du pétrole extrait. D'accord. Donc les grosses parties de l'ordre de 30 à 40% sont transport, énergie et chauffage, et d'autres usages qui sont plutôt dans le médical ou industrie chimique aussi pour tout ce qui est extraction de solvants et tout ça. Les engrais, des choses comme ça. Donc les plastiques, où est-ce qu'on en trouve? Autour de nous. Bon, vous êtes assis déjà sur des chaises en plastique. Tout ce qui est l'emballage, donc pot de yaourt ou même l'emballage. 40% de l'usage des plastiques, c'est de l'emballage. Voilà. Avec les poches, ça fait partie de l'emballage. On en trouve de moins en moins. La partie textile aussi. 60% des textiles, donc ce qui nous habille, c'est d'origine du pétrole. Donc des textiles. Donc quand vous voyez polyester, polyamide derrière, ou élastane, ça vient aussi c'est du plastique. Dans la médecine, donc, on peut remercier les plastiques quand même pour la médecine, hein, ça nous aide beaucoup. C'est très très utilisé, là aussi c'est beaucoup d'usage unique. Alors, juste pour anecdote, il y a un lobbyiste de Plastique Europe, donc le syndicat du plastique en Europe, qui ont fait des ACV sur différents usages du plastique, et c'est assez paradoxal, mais une des seules ACV, alors c'est des lobbyistes, hein, c'est leur job, où le plastique était plus impactant que la solution autre, donc on peut citer sur les seringues, et en fait, effectivement les seringues en verre, donc avec toute la fonction égale et avec la nécessité de les stériliser après chaque usage, et bien finalement, malgré la chaîne plus longue, était moins impactante que la seringue polymère qui était jetée à chaque usage. Alors bien sûr, derrière, il y a des contraintes économiques, etc., qui sont plus compliquées que ça, mais d'un point de vue purement environnemental, donc c'était même des lobbyistes qui le disaient, la seringue en verre était moins impactante à l'extérieur que la seringue jetable en plastique. On en trouve aussi beaucoup dans la maison. Tout ce qui est les petits tuyaux d'évacuation, PVC, tout ce qui est câbles électriques, tout ça. Donc bon, on peut aussi l'isolation aussi en polystyrène. Donc là aussi, on peut remercier le plastique peut-être pour notre habitat. Tout ce qui est joint aussi, les fenêtres, tout ça, ça nous permet d'avoir pas mal de choses. Merci. Donc maintenant qu'on voit d'où ça vient, on va regarder la production. Donc effectivement, on en trouve partout parce que, donc là j'ai retracé rapidement la courbe, entre 1950 où on était à 1,5 million de tonnes par an, on en est aujourd'hui, suivant les chiffres, entre 350 et 400 millions de tonnes par an. Donc c'est une croissance qui est exponentielle, c'est le matériau qui a connu la plus forte croissance sur ce siècle dernier et qui continue. La moyenne de la croissance est à 8% par an, c'est juste énorme, et on est encore autour de 3 voire 4% sur les études de croissance en production, sachant que par exemple une croissance de 2% par an, ça fait un doublement tous les 15 ans. Donc même si on n'était pas à 3-4%, j'ai pas refait le calcul, il faudrait juste faire une petite puissance pour savoir, mais même si on se diminuait un peu et qu'on arrive à 2%, ça veut dire que si on est à 400 millions maintenant, dans 15 ans, on est à 800 millions, et certaines études donnent encore des chiffres plus importants en 2050, souvent on projette les choses en 2050, donc c'est juste faramineux, en plus c'est 300 millions de tonnes ou 400 millions de tonnes, c'est tellement des chiffres pharaoniques qu'on a du mal à se les représenter. Qu'est-ce que c'est que toutes ces tonnes de plastique? Si on pourrait faire rapporter ça à la masse de biomasse, au poids des Français, 60 millions fois un poids moyen de 60 kg, regarde, faites le calcul, ça fait comme si chaque année c'est la masse des Français qui est produite en plastique sur la planète. Chaque année. Et du coup, le souci principal. Alors, qu'est-ce qui arrive donc déjà, il y a une surproduction, alors pour répondre à des usages qui sont divers et variés, 40% d'emballage, mais après il y a des usages aussi qui sont, on l'a vu, pour tout ce qui est isolation électrique, on se serait bien embêté de câbler des réseaux et d'alimenter en électricité tous nos logements sans le plastique. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où on ne peut pas se passer actuellement du plastique, tout ce qui est fabriquer un ordinateur, des écrans, il y a des endroits où on ne peut pas s'en passer. Il y a plein d'endroits par contre où on peut s'en passer. Donc effectivement, il va falloir commencer
par s'attaquer à ces endroits-là. Si on regarde et ce qui pose problème, en particulier sur le plastique, c'est la fin de vie. On n'aurait pas de problème de fin de vie, on n'en aurait pas dans les océans, on n'en aurait pas dans la nature, à la limite, on ne se poserait peut-être pas ces questions-là. Pour moi, il y a des questions de ressources quand même, c'est-à-dire qu'un point de vue de conception, même si la fin de vie était bien gérée, qu'on n'avait pas de problème de fin de vie, il faudrait quand même se poser des questions en termes de consommation de ressources. Bon, certes, c'est que 5% du pétrole extrait chaque année, mais ça reste une consommation d'une ressource. Donc la fin de vie, actuellement, alors suivant il y a beaucoup d'études, c'est compliqué parce que les gens ne parlent pas des mêmes choses à chaque fois, mais il y a, on va dire, entre 20 à 30% des plastiques qui sont recyclés, mais quand ils sont collectés. Donc il faut faire attention, parce que si on parle des plastiques globales, on est plutôt entre 5 et 10%. Donc c'est très très faible. Alors pourquoi ? Parce que mon collègue vous l'a expliqué, il y a plein de familles de polymères. Du PHD, du PLD, du PP, du PS, donc polystyrène, polypropylène, polyéthylène basse densité, polyéthylène haute densité, polyéthylène terrestre. Là, tout ça, c'est des familles qu'on ne peut pas mélanger au niveau du recyclage. Pour les aciers, c'est beaucoup plus simple. Encore que on pourrait regarder concrètement ce qui se passe dans les aciers, pareil sur les aluminiums. En fait, on voit que plus on fait des matériaux spécifiques, plus c'est difficile de les recycler. Parce que plus ils sont différents entre chacune des familles, et plus on a du mal à les mélanger ensemble. Du coup, on a des problèmes de flux, et des problèmes de captage de ces flux, et des problèmes de rentabilité des filières de recyclage. Donc les filières qui marchent bien, c'est les filières, donc je n'ai pas détaillé, mais sur un autre, donc là on voit aussi que sur la totalité des plastiques, il y en a 20% qui sont recyclés, il y en a très peu en cours d'utilisation, c'est-à-dire que la majorité des plastiques qui ont été produits ne sont plus utilisés, parce que c'est des usages très courts, en particulier dans l'emballage, où c'est clairement l'objectif, mais dans d'autres domaines aussi, on voit qu'il y a beaucoup de choses en plastique qui sont mal pensées et qui du coup durent très peu de temps, et ils finissent du coup en déchets. Et donc après, on a une partie, un gros tiers qui est mal collecté, ou pas collecté, et un tiers qui est collecté en décharge ou pour de l'incinération en vue de la valorisation énergétique. Donc pareil, on pourra parler de valorisation énergétique, parce que ça mérite d'être très détaillé aussi. Du coup, on peut parler. Du coup, on verra dans les priorités, en synthèse, comment essayer de résoudre ces paradoxes. Au niveau du monde, des données issues d'un rapport très bien fait du WWF là, sur les plastiques. Il y a Veolia aussi, un recycleur, qui a fait un très bon rapport sur les plastiques. Et c'est d'ailleurs, qui commence en disant la première chose à faire, c'est de réduire. On en parlera après. Donc pour quelqu'un dont le métier c'est de recycler, d'avoir le plus possible de matières premières à recycler, il annonce quand même les choses en commençant son rapport en disant il faut d'abord réduire. Et donc dans le monde, si on regarde, ça c'est intéressant, les pays riches, dits riches, alors je ne sais pas exactement, représentent plus de 60, presque 80% des déchets produits. Alors parce que souvent on zoome sur les pays pauvres avec des déchets plastiques partout dans les plages, dans les décharges, mal contrôlés. Alors effectivement, si on regarde ce deuxième graphe, la part des déchets non collectés, elle est beaucoup plus forte sur les pays, alors pas les pays très pauvres, parce qu'effectivement, mais sur les pays plutôt pauvres. Et donc, par contre, si on refait les prorata, c'est comme certes, ils contrôlent mal leurs déchets, mais ils en consomment très peu. Donc au final, ce n'est pas les principaux pollueurs des océans et des forêts et de la nature qui nous entoure. Donc il faut bien restituer les choses. Certes, on recycle mieux, on contrôle mieux nos déchets, mais comme on en produit beaucoup plus, forcément, c'est une histoire de proportion, on en met aussi beaucoup plus dans la nature. Donc il ne faut pas se dédouaner de nos responsabilités de pays fortement consommateurs de plastique. Donc de ces deux graphes, on en déduit les 3 points que j'ai mis là. Donc premièrement la surconsommation, deuxièmement le fait que les collectes soient difficiles, et que notamment un point qui m'est cher, c'est que d'un point de vue éco-conception, donc je suis ingénieur de formation, la technique va très vite. La technique va très vite, et beaucoup trop vite par rapport à nos infrastructures, qu'elles soient même nos constructions politiques, nos constructions réglementaires, et je vais dire même nos constructions en termes de philosophiques, et du coup on a du mal à gérer tout ça. Et les premiers sont les pays les plus pauvres, qui sont très en difficulté de gérer ces matériaux qu'on leur a mis sur le marché sans leur en donner les clés. D'ailleurs, on n'a pas nous-mêmes les clés, ou pas complètement. Si on regarde en France ce qui se passe, on a 20% des plastiques qui sont recyclés, principalement dans l'emballage, et particulièrement sur la bouteille. C'est une filière qui marche bien parce que la bouteille, elle se reconnaît bien, elle est très facile à identifier au niveau des circuits de tri dans vos poubelles. Et en gros, c'est tout ce qui est bouteille ou récipient d'emballage volumique, donc
peu de fromage blanc, des choses comme ça, qui sont très facilement identifiables et mis de côté, et les flux sont énormes. Du coup, ça devient rentable économiquement, donc la filière fonctionne, et il y a des entreprises donc, qui recyclent le PET très bien, et qui arrivent à le régénérer, c'est-à-dire à le rendre compatible avec l'agroalimentaire, parce que l'un des soucis, c'est la compatibilité alimentaire. Donc un plastique recyclé, par exemple un gobelet dans lequel vous allez boire votre café, vous le jetez, derrière, il a beau être récupéré avec d'autres gobelets, broyé, recyclé en paillettes pour pouvoir refaire du gobelet, il ne fera pas un gobelet parce qu'il n'aura pas eu les étapes nécessaires pour le rendre conforme à une utilisation en agroalimentaire. Donc il fera autre chose en polystyrène. Donc souvent le cercle vertueux, comme on peut l'avoir sur les métaux d'un recyclage à l'infini, bon, si vous voulez on discutera de ça aussi parce que ça ne marche pas complètement comme ça dans les métaux, même si en théorie ça pourrait le faire, sur les plastiques ça ne peut pas le faire. On ne peut pas recycler à l'infini le plastique parce que les chaînes que mon collègue vous a présentées, à chaque recyclage on les coupe et du coup elles se raccourcissent et du coup elles perdent en caractéristiques. Notamment la première caractéristique, parce que Mathieu est spécialiste sur la partie recyclage, c'est le choc, c'est ça, c'est la première valeur qui est perturbée sur le recyclage. Oui, une tenue au choc qui va être plus faible. Donc, voilà, les plastiques sont déjà des matériaux qui ont tendance à casser, hein, sont plein de défauts toujours. Et plus on le recycle, plus ils seront sensibles à ça. Du coup, ça, voilà, on ne peut pas recycler à l'infini, on a des problèmes de résistance au choc, on a des problèmes de compatibilité agroalimentaire, on a des problèmes de récupération, c'est-à-dire qu'un plastique qui va être réutilisé mais dans une autre application, ben, il sera plus reconnu et le flux sera plus assez intéressant pour le pouvoir recycler. Alors après, d'un point de vue théorique, les collègues qui travaillent sur la recherche annoncent entre 8 à 10 fois de cycles de recyclage possible avant que les pertes mécaniques soient trop importantes pour l'usage. Dans la réalité, on est bien en dessous, puisqu'en gros, le plastique est recyclé. Alors, sauf pour le cas particulier de la filière PET, les bouteilles, là où ça fonctionne, et il y a des bouteilles qui réintègrent, mais c'est jamais à 100% alors, sauf marché de niche et cas très particulier, mais sinon il y a toujours du plastique vierge qui est réintégré au moment de la fabrication. Oui. Les 20%, vous dites, c'est ce qui a été collecté. Oui. Il y a que 20% qui est actuellement recyclé. Là, c'est des chiffres issus de la collecte. En souscription. Oui. Ce qui a été collecté dans les poubelles. Oui. 20% qui a été collecté, Oui. donc, mais non, 100% de ce qui a été recyclé. Le collègue avec qui je travaille sur ces chiffres-là m'a bien reprécisé que c'est... dans ce qu'on met nos poubelles vertes, il n'y aura que 20% qui sera recyclé à la fin. Ouais. Donc il y a 80% pour les raisons que je vous ai expliquées, c'est-à-dire que la difficulté de trier les différents polymères, de les identifier et d'avoir une filière rentable économiquement. Le coût, en fait, un gros des gros problèmes, c'est que le pétrole ne coûte pas du tout assez cher. Donc ce qu'on recycle, ce qu'on met dans la poubelle recyclage, en fait, il y en a 80 qui c'est bidon. Oui. Après, il y a une bonne partie qui est valorisée. Alors la valorisation, on peut en parler aussi, la valorisation, effectivement c'est du pétrole votre plastique, du coup vous pouvez le brûler comme vous brûleriez du pétrole, sachant que le mix est né, alors après on peut débattre aussi du mix électrique français, mais le mix électrique français est très peu carboné, à cause ou grâce au nucléaire, le débat est ouvert, mais du coup brûler du plastique en France par exemple pour la valorisation énergétique n'est pas du tout une bonne idée, d'un point de vue réchauffement climatique, si on regarde juste le critère carbone. Et dans ce camembert là, où se trouvent nos exportations de balles de matière à destination des pays couverts? Alors, oui, il y a des... Sous couvert de recyclage. Voilà. Donc dans les 20%. Dans les 20%. Ouais, dans les 20%. C'est ouvert par des malins, centres sociaux. Voilà, on a des justement. Donc la réalité des chiffres est vraiment. Oui, c'est-à-dire que bien sûr, sur ce recyclage-là, on a des données là sur Veolia par exemple, sur le rapport, il donne les chiffres sur combien partent. Je pense que WWF n'en parle pas aussi dans son rapport. On a les flux export-import de matières recyclées. La Chine a fermé ses portes l'année dernière, un peu plus d'un an maintenant, janvier 2018. Et sur le plastique, oui, parce qu'ils intégraient énormément de matières recyclées. C'était les premiers consommateurs de matières recyclées, ils importaient, et ça les arrangeait d'une certaine manière, mais ils croulent sous des problèmes environnementaux. Et donc, ils ont eu la bonne idée, j'allais dire, de fermer. Je ne connais pas bien l'histoire géopolitique, mais ils ont fermé leurs frontières à tous ces déchets, plastiques entre autres, mais pas que. Mais du coup, si on regarde les graphes que j'ai, tout se reporte sur les pays à côté, c'est-à-dire Indonésie, Malaisie, etc. Quand on regarde les courbes, elles se croisent complètement, c'est vraiment il y en a qui ferment, toutes les autres augmentent. Donc, et parce qu'on ne sait pas gérer nos propres déchets, donc on les exporte. Alors je ne pourrais pas dire plus, on regardera les chiffres après sur le rapport, mais c'est pas 100% de nos déchets que nous exportons.
Ça dépend des filières, ça dépend de ce qui se passe sur France. Par exemple, sur le PET, la filière fonctionne bien en France et du coup, on exporte très peu, je pense. Même peut-être probablement pas du tout. C'est quoi un nouveau PET? PET, c'est le matériau qui voilà, les bouteilles. C'est la bouteille. Des bouteilles transparentes. Oui. Les bouteilles transparentes, après il y a du PET aussi au pack là, Il faut des bouteilles de lait aussi, hein, PET ou pas. Donc, toujours sur la fin de vie, on a 50% des plastiques qui sont à usage unique. Le premier des gros problèmes sur l'usage des plastiques, c'est parce que finalement sur l'isolation des câbles électriques, je suis très content d'avoir une selle sur mon vélo et qu'elle soit pas en bois. Il y a des endroits où, pour être en cuir, vous me direz, ça marche bien aussi. Il y a des endroits où il va être difficile de se passer du plastique, mais à la limite c'est pas très grave, il a une durée de vie. Je sais pas combien de temps et c'est pas très grave, c'est pas un problème que ce soit en plastique. Le problème, c'est le premier des gros problèmes, c'est ces 50% de plastique à usage unique. J'allais dire, et puis dans les 50% autres, il y a ceux qui ont un usage pas unique, mais qui est court quand même. Des jeux pour enfants qui cassent au bout de, j'allais dire Mani Michelin, parce que c'est un peu un stéréotype, mais c'est souvent le cas, qui vont casser au bout de 3-4 usages. Donc c'est le premier effort en tant que citoyen à faire. Il est à ce niveau-là. Alors, c'est facile de remettre la charge et le défaut sur les citoyens en disant vous avez qu'à acheter mieux et qu'à trier mieux. C'est très facile à dire. Derrière, on peut retourner les choses en disant il fallait peut-être pas les produire ces choses-là. Donc ça va dans les deux sens. Je pense qu'il faut agir d'un point de vue aussi réglementation et que les politiques prennent leurs responsabilités, très clairement. Parce que le citoyen ne peut pas être tout seul à la manœuvre. Et nous, en tant que citoyens, bien sûr, on a notre manière d'investir notre argent et c'est une grande force. Et donc utilisons-la à bon escient. Et alors je vais vous parler de problèmes nettement moins rigolos, parce qu'à la limite ça c'est la face visible de l'iceberg. Donc vous êtes tous au courant du 7e continent, enfin des 7e continents, parce que ces gyres dans les océans sont pas, voilà, c'est pas des continents pour en parler, c'est situé à plusieurs endroits dans le globe, en fonction des courants. Et dans ces 7e continents, c'est pas des plastiques même, hein, c'est pas solide, avec des gros morceaux qui flottent, ceux qu'on retrouve plus facilement sur les plages, mais après si on regarde bien, c'est tous ces petits morceaux de plastique par fragmentation qui vont avoir lieu, donc sous les effets des UV, les chaînes se cassent, du brassage, des vagues, etc. Et donc ça se fragmente et on arrive avec ce qu'on appelle des microplastiques, c'est quand les tailles sont entre 1 et 5 mm. Et ces microplastiques après vont rentrer dans le cycle alimentaire de certains animaux. Et du coup, là, il y a des vrais soucis. On a vu peut-être des dernières études en tête sur les... Ouais, mais là, ce sont des microplastiques qui peuvent se faire donc en mer. Mais il faut dire qu'une grosse majorité des microplastiques, c'est nous qui les fabriquons. Avec nos vêtements, ça fait beaucoup de poussière, avec les chaussures, les pneus et tout ça. Donc tout ça s'écoule dans... Je vais les graphes là. Parce que souvent, quand on parle microplastique, on parle, c'est des sacs qui sont partis. Non, un tiers des microplastiques, c'est les textiles, donc c'est les eaux de lavage. Quand votre vêtement s'use, c'est qu'il y a de la matière qui part. Et si vous rachetez un vêtement tous les X années, c'est qu'il s'est usé, il s'est trouvé, donc il y a bien de la matière qui est partie. Et donc si vous aviez, comme on a dit, que 60% ou 68% des fibres textiles sont des fibres d'origine polymère, et bien du coup, c'est que vous avez relargué en faisant vos lessives des polymères dans la nature sous forme de reste, presque, on n'est pas loin des fois du nanoplastique. Au bout d'un moment, on arrive sur des tailles encore plus petites. Alors, et du coup, un tiers, donc ça c'est sur l'étude de, je ne sais pas de bêtises, France Environnement 2019 qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Donc le ministère a fait une sorte de balayage des différents secteurs, notamment des problèmes des polluants, et donc il s'est attardé là-dessus, et c'est le graphique qui sort. L'autre tiers, on est tous responsables aussi, parce que ça vient de nos voitures, les pneumatiques des voitures, donc forcément vous changez vos pneus, c'est des gommes, et donc si vous les changez c'est parce qu'ils sont usés, s'ils sont usés c'est qu'il y a des gommes qui sont parties de la nature, donc avec les pluies, les réchauffements, ça retrouve dans les rivières et dans les océans. Et l'autre petit tiers là, c'est tout ce qui est ils appellent ça poussière urbaine. Donc là, je ne suis pas spécialiste, je ne pourrais pas vous détailler exactement à quel niveau ces poussières sont générées dans nos villes. C'est peut-être plus compliqué de cibler, mais alors, les textiles et les pneus, c'est très facile de cibler. Mais les usures, c'est juste l'usure, c'est pas parce que c'est recyclable. Oui, l'usure. Mais c'est juste l'usure. Oui, parce qu'après, on le verra peut-être après sur les chaînes, mais il y a des pertes tout au long des chaînes de recyclage. Si on capte un flux, on n'a jamais 100% de matières premières recyclées derrière. Toute industrie a ses pertes et la chaîne du recyclage en a peut-être même encore plus que les autres parce qu'on a affaire à des matières qui sont très diverses.
Et donc, rebondir rapidement sur les nanoplastiques, parce que le débat est encore plus compliqué. Les nanoplastiques, alors je ne sais pas mon domaine, il y a des gens qui sont spécialistes de ça. Pour avoir écouté à Pessac, il y avait des personnes qui disaient que les nanoplastiques, un chercheur en chimie des polymères, les plastiques ont une propriété de capter très facilement les autres matériaux autour d'eux. Vous mettez du plastique dans un verre, dans un gobelet polypro réutilisable, vous allez sentir le plastique longtemps après. C'est-à-dire que l'odeur, si vous la sentez, c'est qu'il y a des molécules qui sont prises au piège dans la paroi du gobelet. Et donc ces nanoplastiques restent des polymères, donc gardent cette propriété de capter les autres molécules autour d'elles. Donc quand ce nanoplastique va être dans l'eau, va rentrer dans les sols pour rejoindre les nappes, tout au long de son parcours, la personne nous expliquait que ce plastique allait récupérer, capter dans sa chaîne les polluants qui entouraient le sol. Des engrais, si au début c'est un sol agricole, il va y avoir des engrais, choses comme ça. Et donc va entraîner comme une éponge avec lui ces polluants pour les amener, comme la goutte d'eau dans laquelle il est, dans la nappe phréatique. Et donc relarguer après tout ça dans la nappe phréatique. Donc il y a des vrais sujets actuellement qui sont des sujets de recherche actuelle, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore de visibilité, mais l'hypothèse que ce chercheur fait, elle est tout à fait probable et possible. Donc c'est des vraies questions, et donc devant ça, il y a une certaine urgence, c'est-à-dire qu'on ne va pas peut-être attendre d'avoir des résultats de recherche sur ce qui se passe réellement au niveau des nappes phréatiques et des polluants via les nanoplastiques pour faire des choix de citoyens et des choix politiques. Peut-être pas montrer juste ce qui se passe sur des filières qui fonctionnent, à peu près, je vais dire. Donc je vais sur le bas de la slide, là, juste rapidement, la filière où ça marche pas trop mal, j'allais dire, c'est la filière VHU. Donc véhicule hors d'usage, qui a été une des premières filières industrielles à avoir des contraintes sur la fin de vie de leurs produits. Il faut savoir que sur les voitures, une voiture à peu près 1400 kg, d'ailleurs qui prend du poids chaque année, ça commence à ralentir, voire à réduire. Mais pendant longtemps, les voitures ont pris du poids, alors qu'on aurait pu se dire qu'on arriverait à les faire au même poids, sachant que l'autorisation s'améliorait, et les voitures finalement elles consommaient toujours à peu près pareil, parce qu'on gagnait en poids pour des histoires de sécurité, des choses comme ça, mais bref, c'est assez compliqué. Les polymères prennent de plus en plus de place dans la voiture, on est actuellement à peu près 20%, si on compte aussi les pneumatiques, et à une douzaine de pourcents si on regarde que les pièces en polymère, en thermoplastique en l'occurrence. Voilà, du coup on les retrouve beaucoup dans l'habitacle. Ici là c'est les habitacles, principalement polypro dans l'habitacle. Et on retrouve dans l'extérieur aussi beaucoup de polypro sur les pare-chocs par exemple. Et on trouve du polyéthylène pour les réservoirs. Sous le capot aussi, pas mal de. Vous ouvrez un capot, vous voyez certains moteurs, vous voyez des plastiques de partout. Pour les problèmes d'isolation, alors pourquoi? Parce que c'est une matière qui est très facile à mettre en œuvre et qui coûte pas cher. Donc quand je vous disais tout à l'heure que le coût du pétrole est un vrai problème, effectivement, sur la VHU, il y a des scénarios de Forestial, un sous-traitant automobile, qui montrent que tant que le coût n'est pas au-dessus de 1500 € la tonne pour le polypro, la filière de recyclage n'est pas intéressante. Il vaut mieux la brûler, il vaut mieux que ça. Parce qu'il y a des coûts de main-d'œuvre. Il faut savoir que les premiers. Alors, pourquoi on recycle? Alors là, si vous regardez, je vous ai mis, alors ça se voit pas très bien, mais par type de matière, je vais vous les décrire. Là, vous avez le caoutchouc, recyclé à une dizaine de pourcents, valorisation énergétique pour la moitié du reste et des charges pour l'autre. Polyuréthane, c'est tous les mousse des fauteuils. Pareil, une dizaine de pourcents recyclés, et le reste c'est de la mise en décharge ou de la valo. Alors pourquoi ça? Parce que ce sont des matières qu'on ne va pas pouvoir reformer en fait. On va les utiliser en tant que charge, on va les broyer en très fin, puis on va les incorporer à du bitume ou d'autres plastiques. C'est pour ça. Ici on a du polypropylène pour tout ce qui est pare-choc. Donc celui-là il est très bien recyclé, et pourtant on n'est que à 60%. On pourrait presque imaginer être à 100% parce que c'est les pièces les plus faciles à retirer de la voiture quand elles arrivent dans les centres de fin de vie. Et du coup on arrache les pare-chocs avant-arrière, et ça c'est des pièces massives, faciles à enlever, très peu de temps, et du coup avec un flux identifié, on sait que c'est du polypro, donc matière identifiée. Et pourtant, vous voyez que malgré ça, on n'est que à 60%. On le voit aussi sur le polyéthylène des réservoirs, où on marche très bien. Les réservoirs sont en polyéthylène, qui sont faciles à sortir, et du coup, après, on peut l'identifier et le recycler. Mais ça, si je prends le pare-choc, c'est 8 kg. Si je prends le polyéthylène, du réservoir, c'est 6 kg. Donc en gros, on a 14 kg facilement identifiables et qu'on peut enlever économiquement de manière viable. Le reste, vous en avez partout. Vous en avez sur les ceintures de sécurité, vous en avez sur les revêtements, les textiles. Vous en avez sur les enjoliveurs, ABS, bref, et du coup, et à chaque fois il y a des plastiques différents. Donc finalement le polypro marche très bien dans la filière VHU parce que c'est celui qui est présent en plus grande quantité, donc ils arrivent à revendre du polypro, mais le reste ça sera très compliqué.
à cause de la diversité. Sachant qu'on n'a pas parlé des retardateurs de flamme, des charges, tout plastique peut être modifié pour amener des propriétés très spécifiques. Et donc Mathieu, je vais peut-être te préciser quel type d'éléments on peut rajouter au plastique. Oui, on peut mettre des éléments pour avoir une meilleure tenue au choc, pour avoir donc des effets de retardateur de flamme, pour être plus souple. Et tout ça sont des molécules qui... il y a un peu de tout, il y a on peut avoir des charges minérales, mais aussi des plastifiants, donc ça va être des liquides qui vont être incorporés dedans pour améliorer peut-être un peu de souplesse. Et le problème, c'est souvent avant c'était des phtalates, maintenant c'est de plus en plus interdit, mais c'est souvent des perturbateurs endocriniens. Donc c'est vrai que beaucoup de polymères sont porteurs de ces... donc c'est très peu, ça va être de l'ordre de peut-être 1%, 2%. Mais voilà, ils sont des fois porteurs de molécules qui peuvent avoir des effets néfastes sur la santé. Malgré tout, ils sont réutilisables. La charge, elle reste sur le plastique recyclé. Alors, là, j'ai pas trop de oui, il y a des effets, mais il y en a qui vont rester, ça c'est sûr. Il y en a d'autres, peut-être ils sont perdus un peu dans la nature. On va peut-être ingérer. Sur les jouets, par exemple, quand on a commencé à recycler du polypropylène pour en refaire des jouets, et qu'on s'est aperçu trop tard qu'il y avait des PCB dessus. Ouais. Oui, alors maintenant, les régénérateurs de plastique doivent vérifier les matières qu'ils refournissent, qu'ils remettent sur le marché, donc ils sont obligés de respecter certains critères, et donc c'est contrôlé. Par contre, même les nouveaux retardateurs de flamme autorisés, dans certaines études, sont aussi décrits comme perturbateurs endocriniens. Donc on ne fait que repousser le problème, donc il faudrait se poser la question du fait que est-ce que vraiment il y a des risques d'incendie, enfin c'est des débats de société, parce que finalement ces plastiques qui nous entourent dans la maison, il y en a aussi pas mal. Si jamais ils prennent feu et que il y a des vies en jeu derrière, donc c'est toujours en fait un calcul de risque, coût-risque. Il y a une importance de redéfinir nos besoins fondamentaux, c'est-à-dire qu'effectivement il y a des endroits où ça va être difficile, voire dangereux en termes de santé publique, de se passer du plastique. Et des plastiques parce qu'ils ont des avantages, et si le matériau a été créé, on voit les cours de progression, c'est qu'il répond à certaines normes. Mais il y a des endroits où clairement le besoin fondamental n'est pas là, et on nous le propose, on nous oblige quasiment à y passer, mais il y a plein de manières de faire sans plastique. J'en discutais encore avec un collègue ce matin qui me disait oui, mais pour l'agroalimentaire, comment en relocalisant, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on fait ses courses localement, où il est bien plus simple, quand je vais au marché, je ne reviens pas avec des plastiques. Il suffit d'avoir son cabas et le maraîcher qui nous sert, il nous sert dans un sac en papier qu'on réutilise en plus à chaque fois, avant qu'il soit évidemment détrempé, mais surtout en cette période. Mais il y a plein de manières de vivre et de consommer qui ne nécessitent pas d'avoir tous ces plastiques autour de nous. Et c'est pas si compliqué que ça. On n'a pas l'impression de revenir à l'âge des cavernes quand on essaye de vivre sans plastique dans la vie du jour. On a participé avec ma famille à une famille zéro déchet. Il y a des concours comme ça qui se fait pour simuler justement. Et ça marche bien. Ça marche très bien et mes enfants ont pas râlé, m'accompagnent plus, et il y a plein de familles qui ont fait ça autour de nous. Et ça marche très bien. Mais ça nécessite de se motiver un peu. C'est-à-dire qu'on le fait. Sinon, il faut se bousculer un petit peu. Sinon, ça, on ne le fait pas parce qu'on a tout ce qu'il nous faut sous la main pour ne pas changer notre mode de vie. Du coup, oui, pour terminer, là, on va aller très vite. Là, je vais illustrer avec certains chiffres, mais on pourra regarder en détail après. C'était pour vous montrer notamment les pertes de la filière. Une filière qui marche bien sur le PET, avec 202 000 tonnes par an des ménages en France. On voit qu'il y a tout au long de la chaîne du tri, on fait des paillettes, après de nouveau on va extruder, faire des granulés, et à chaque fois on a des pertes, que ce soit plus du transport, donc on voit qu'il y a des coûts aussi sur la filière, ça faut transporter, faut trier, il y a de la main d'œuvre, sur le recyclage il y a presque un tiers du prix qui est de la main d'œuvre, donc derrière, économiquement, tant que le pétrole ne coûte pas plus cher, ce que je vous disais sur l'étude ferroviaire, à 1500 € la tonne, il y a des choses qui ne sont pas économiquement viables. Environnementalement oui, mais économiquement non, et du coup ça se fait pas. Donc il faut juste attendre que... non, il ne faut pas attendre justement. Il faut que le pétrole augmente, et donc il vaut mieux par exemple, moi je prône clairement que son prix augmente artificiellement pour qu'avec cet argent on puisse après réinvestir sur d'autres choses. Parce que de toute façon il augmente. Et du coup, oui, c'est les grandes conclusions qu'on peut sortir de ce mini-exposé très succinct. La première chose, c'est réduire et encore réduire, parce que même des gens qui recyclent, comme Veolia, le disent, donc si eux le disent, c'est quand même... Et éventuellement, on a complété avec refuser, parce que on pourrait dire des fois, il faut savoir refuser ce qu'on nous propose. Ensuite, réutiliser, dans la mesure du possible, bien que si la durée de vie est suffisamment longue, on peut réemployer,
réutiliser, c'est encore une chose très vertueuse d'un point de vue impact environnemental. Réparer, alors avec les plastiques c'est quand même très compliqué, on a vu qu'ils se réparent mal. Le collage des différents plastiques est très compliqué, c'est cassant donc c'est compliqué. Et après, une fois qu'on a épuisé toutes ces possibilités-là, oui, il faut recycler du mieux possible et donc rendre le tri le plus optimum possible. Mais c'est le dernier choix à faire. Merci de votre attention, on va passer peut-être aux questions si vous voulez. Retrouvez et suivez le C2D sur son site internet et les réseaux sociaux.